Beaucoup de talents neuroatypiques rencontrent des difficultés dans le salariat. On retrouve des difficultés pour trouver et maintenir un emploi stable, des difficultés relationnelles et le risque de burn-out est souvent plus élevé que quand on n'a pas de troubles du neurodéveloppement. Beaucoup de personnes avec un TDAH se retrouvent du coup au chômage ou se retournent vers l'entrepreneuriat. Mais c'est dommage, puisque dans un environnement adapté, ce sont des profils qui ont beaucoup de richesses à apporter aux entreprises. Et juste parce qu'on a un TDAH ne veut pas dire qu'on est fait pour l'entrepreneuriat. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Hugues, avec lequel on va explorer pourquoi et comment recruter et collaborer avec des talents qui ont un TND. Salut! Salut Letty. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, donc alors Hugues, j'ai 45 ans, je suis le fondateur du cabinet Atypique Conseil, qui est un cabinet qui accompagne les entreprises sur tous les enjeux qui sont liés à l'inclusion du handicap et plus particulièrement des personnes qui sont touchées par les troubles du neurodéveloppement. Donc j'accompagne à la fois sur la sensibilisation, sur la marque employeur, les politiques handicap, le développement des compétences, donc centre de formation pour les RH, les managers, et une quatrième partie où je fais de l'accompagnement individualisé, où je suis donc coach professionnel, et j'insiste sur le terme de professionnel parce qu'aujourd'hui on met le terme de coaching un peu à toutes les sauces. Je fais du job coaching, donc j'accompagne en fait de ces profils dans leur évolution de carrière, leur changement d'entreprise, etc., etc. Et je fais également du bilan de compétences adaptées, c'est-à-dire ce sont des bilans de compétences qui ont été travaillés spécifiquement pour des profils impactés par les troubles du neurodéveloppement, sortie de burn-out, inaptitude de poste. Donc ça, c'est pas ma première casquette dite professionnelle, et j'ai une deuxième casquette, et là pour le coup un petit peu plus personnelle. Je suis papa de 3 enfants, dont 2 aujourd'hui sont diagnostiqués par les troubles du neurodéveloppement. Et je suis également impacté par ces troubles, c'est-à-dire que j'ai un TDAH, j'ai une dyslexie et une dysorthographie. Voilà pour ma présentation. Bienvenue au club. Oh là là. Alors, pour plonger dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que les entreprises devraient recruter davantage de profils neuroatypiques? Alors, juste avant, je vais reposer un petit peu le contexte pour mieux comprendre et en fait voir les choses en perspective. Un profil atypique, premièrement, c'est pas une posture, c'est pas une compétence ou que sais-je. C'est avant tout un collaborateur en fait qui va être impacté par ce que l'on appelle les troubles du neurodéveloppement, ce que l'on appelle par l'acronyme les TND. Dans les troubles du neurodéveloppement, il y a 3 grandes familles. La première, et qui va nous concerner, je pense plus particulièrement, qui va être le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce que l'on appelle le TDAH. On va également retrouver le trouble du spectre de l'autisme, ce que l'on appelle le TSA, et une autre grande famille que sont les troubles 10. Alors, petite précision, je vais, lors de cet entretien, lors de cet échange, je vais continuer à utiliser la terminologie trouble 10 en sachant que ce terme-là n'est plus utilisé depuis une vingtaine d'années dans le milieu médical, mais pour une compréhension facilitante, on va dire, pour ceux qui nous regardent, je vais continuer à utiliser le terme de trouble 10. Ces 3 grandes familles, donc le TSA, le TDAH et les troubles 10, sont aujourd'hui connus et reconnus comme étant des handicaps et donc peuvent faire bénéficier aux collaborateurs de ce qu'on appelle une RQTH, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et à cela va s'ajouter une statistique, c'est entre 15 et 20% de la population qui aujourd'hui sont impactés par ces troubles-là. Autre information importante, il est assez rare de trouver un trouble isolé. Dans une très large majeure partie des cas, ces troubles ont des comorbidités assez importantes. Ça veut dire que plus d'une personne impactée par le TDAH va également être impactée par des troubles 10, etc., etc. Ça, c'est aussi important de le souligner. Ce sont des troubles. Un trouble, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu l'as à la naissance et tu décèdes avec. Ça veut dire qu'on ne guérit pas d'un trouble 10, on ne guérit pas d'un TDAH
Et là, je sais qu'on est assez friand, en tout cas, de cette vision, mais c'est pas en faisant de l'aquaponie et en fumant des pètes de safran qu'on va guérir du TDAH. Ça, c'est faux, archi faux et archi faux. Donc maintenant que tout le contexte est posé, que le cadre est posé, pour répondre à ta question, je vais répondre par une autre question. Alors, je sais que c'est pas très corporate, mais bon, si demain je rencontre un chef d'entreprise et je vais lui demander pourquoi il recrute un comptable, il va me dire parce que moi j'ai besoin en fait de compétences, j'ai besoin surtout d'une complémentarité dans mes services. Parce que un responsable du service qualité ne fera pas la comptabilité et un comptable ne fera pas non plus le job d'une personne au service qualité ou au service commercial. Pourquoi je prends cet exemple parce qu'en fait, il est important de comprendre que aujourd'hui, ces profils neuroatypiques sont complémentaires des autres profils. Et chaque entreprise travaille à travers la complémentarité de chacun des services. Et ben dans les équipes, c'est exactement en fait la même chose. C'est-à-dire que une entreprise, elle a besoin d'avoir une complémentarité dans les profils des collaborateurs. D'ailleurs, il y a bon nombre d'études, et je vais en citer deux en particulier, l'étude du cabinet Deloitte, qui met en avant en fait que plus on va travailler sur l'inclusion, la diversité, etc., plus on va gagner en performance. Et cette étude, aujourd'hui, elle met en lumière des gains pouvant aller jusqu'à plus 30 points de productivité. 30 points. Quelle est aujourd'hui l'entreprise qui refuserait de gagner 30 points de productivité? C'est une étude, mais même si on est sévère, si on la divise par deux, 15 points de productivité, moi je ne connais pas d'entreprise qui aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel, refuserait 15 points de productivité. Et une deuxième étude, qui est une étude qui provient du cabinet McKinsey, qui met que plus les équipes sont diverses et variées, plus on va réduire en fait le temps de résolution de problèmes jusqu'à 2,5 moins de temps, si vous voulez, pour traiter les difficultés, les problématiques. Ça, c'est extrêmement en fait important à comprendre. Et pourquoi, pour répondre à ta question, pourquoi recruter ce type de personnes, cette typologie de profil? C'est que, comme je vous le disais, en fait, ce sont des troubles. Un trouble, vous l'avez à la naissance et vous décédez avec. Ça veut dire que dès le premier souffle de l'enfant va trouver ses propres moyens de compensation. L'enfant va trouver ses béquilles, ses étayages. Et donc, il va développer intrinsèquement des compétences, des soft skills qu'aujourd'hui, assez peu d'autres collaborateurs vont avoir en eux. Et si on fait un focus particulier sur le TDAH, une personne avec un TDAH va avoir une capacité à travailler dans l'urgence, à travailler de multiples projets en parallèle, va avoir un esprit extrêmement vif, va devoir trouver des solutions de manière extrêmement rapide, de manière beaucoup plus rapide d'ailleurs qu'un profil plus conventionnel. Et pourquoi il va être intéressant pour une entreprise de recruter ces profils-là? Une deuxième raison, c'est que l'entreprise aujourd'hui a besoin de répondre à des obligations légales et juridiques. Et comme je vous l'ai évoqué précédemment, ces troubles-là bénéficient d'une RQTH. Et aujourd'hui en France, toute entreprise de plus de 20 collaborateurs est dans l'obligation d'avoir 6% de sa masse salariale en travailleur porteur d'un handicap, un travailleur en situation de handicap. Et donc, à double titre, l'entreprise a besoin de recruter ces profils-là. Ça devient aujourd'hui un enjeu véritablement stratégique. C'est-à-dire que oui, recruter des profils aujourd'hui neuroatypiques, c'est pas de la bienveillance, c'est pas de la compassion, c'est pas de la une bonne œuvre. C'est surtout avoir cette vision stratégique sur 2, 5, 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui ne prennent pas en considération ces sujets-là, dans 5 ans, elles vont avoir un retard important par rapport aux entreprises qui, depuis 3, 4, 5, 10 ans, ont pris justement le tournant d'embaucher des personnes neurodivergentes. Et voilà. Et c'est justement cette différence qui va faire que
on va tomber sur un manager qui gère de la ressource humaine et un leader qui construit une équipe solide, cohérente, orientée bien-être des collaborateurs. Carrément. Et puis, de toute façon, les neuroatypiques, est-ce qu'ils sont déjà présents? Alors, selon un chiffre de la GFIP, 80% des adultes aujourd'hui ne sont pas diagnostiqués. Il faut bien comprendre que tu as en fait une grosse partie des collaborateurs qui sont déjà en poste, qui potentiellement sont touchés par la neurodiversité. D'accord? Donc, pourquoi aller rechercher en fait des collaborateurs neurodivergents en sachant que 15 à 20% de ta masse salariale est déjà impactée par ces troubles-là? Si on prend cette catégorie, il faut bien comprendre une chose. Soit tu n'es pas diagnostiqué, donc tu n'as pas connaissance de ton fonctionnement. Ça, c'est une vision d'un profil conventionnel qui va analyser une situation. Sauf que le profil en lui-même, c'est pertinemment, c'est très très bien qu'il est complémentaire en fait aux autres. Il fonctionne de manière complémentaire depuis tout petit. Donc, il voit bien que parfois, dans certains sujets, il est en décalage. Donc ça, déjà, dans ta masse salariale, tu as déjà ce type de collaborateur. Alors, il y en a qui vont en parler, d'autres qui ne vont pas en parler, d'autres qui sont diagnostiqués mais qui ne souhaitent pas partager cette information. Parce que pour rappel, une RQTH, un diagnostic médical, c'est une donnée personnelle et seul le collaborateur est en droit de divulguer, de partager cette information avec l'employeur. L'employeur n'a aucune obligation d'obliger leurs collaborateurs à donner leur RQTH ou donner la nature du handicap. Donc ça, c'est la première catégorie de ceux qui sont déjà aujourd'hui en poste. Pour recruter, je te dirais, oui, bien évidemment, comment on peut recruter de manière plus inclusive, comment on peut recruter ce type de profil. Alors, je te dirais recruter, et puis surtout, après, c'est fidéliser, parce que c'est bien de les avoir, mais si on les recrute pour cocher une case juridique législative, c'est-à-dire, oui, clac, mon obligation d'emploi de personne en situation de handicap, c'est bien, mais si derrière on ne manage pas, je vois pas l'intérêt. Vas-y, je vois que tu veux poser une question, vas-y. Je suis en train de me dire peut-être qu'on peut décomposer. Alors, les salariés déjà présents dans l'entreprise qui ont peut-être un trouble mais qui n'en parlent pas, soit parce qu'ils n'en sont pas encore conscients, ils n'ont pas fait ce cheminement, soit parce qu'ils sont conscients mais qu'ils ne se sentent pas prêts à partager ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut, du coup, sans les obliger, mais est-ce qu'on peut faire des actions pour qu'ils puissent se révéler, pour les accompagner, par exemple, pour encourager un diagnostic, encourager une RQTH, pour ensuite pouvoir avoir ces 6%? Alors, en fait, la seconde question que tu me poses revient à la première, qui va être comment on met en confiance un collaborateur ou un futur collaborateur au travers la connaissance ou la méconnaissance de son trouble. Je pense que la première brique, c'est d'en parler librement. C'est que l'entreprise doit parler de ces sujets-là, doit être honnête aussi avec les collaborateurs en disant, voilà, moi j'aimerais bien avancer sur ce sujet-là, sauf que je ne connais pas concrètement ce que sont les troubles 10, ce qu'est l'autisme ou le TDAH. Pour étayer un petit peu mes propos, je vais te donner un exemple d'une entreprise que j'ai accompagnée il y a maintenant un an et demi. À la sortie du Covid, la DRH est partie en retraite. C'est une entreprise qui comprend un petit peu plus de 300 salariés. Ils étaient à une OETH, donc une obligation d'emploi de personnes handicapées, à un tout petit peu moins de 2%, d'accord, 1,8 de mémoire. Sortie du Covid, donc 2021, je les ai accompagnés en 2025. Fin 2025, ils étaient à 5,4%. Ils n'ont recruté aucun collaborateur en situation de handicap. La DRH a pris le parti pris de tous les mois faire une action,
un webinaire, un atelier de sensibilisation, de présentation. Alors, c'est une entreprise parisienne, dans leurs locaux à Paris. Et en fait, ils se sont rendus compte que plus ils en parlaient, plus les collaborateurs se disaient « Ah bah, vous vous intéressez à ce sujet-là ?» Bah oui, parce que en fait, moi, je suis touché par ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont procédé à aucun recrutement externe de personnes en situation de handicap. L'OTH a augmenté uniquement en évoquant toute typologie de handicap. Ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple que je vais te donner, je suis intervenu sur des formations pour des managers dans un groupe dont le siège est à la Défense. Et il y avait un collaborateur des équipes des managers qui étaient présents, qui lui allait passer manager en fait quelques semaines plus tard, donc qui bénéficiait de cette formation. C'était sur justement la neurodiversité et à 10h, on a une pause, café, etc. Et le manager dit « Ah ben ouais, moi je suis super content en fait d'avoir cette formation parce que vraiment ça m'intéresse. » Alors là, le collaborateur le regarde, lui dit « Ben je comprends pas pourquoi ça t'intéresse. » Ah ben non, parce qu'en fait moi ma fille, elle est impactée, Et donc je m'intéresse vraiment à la façon de manager, à le fait d'amener les choses de manière complémentaire. Et le collaborateur lui répond je suis vraiment content parce que moi je suis impacté en fait. Moi je suis dyslexique. Et le manager du tac au tac lui répond t'es con, pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Et le collaborateur du tac au tac lui répond t'es con, pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Si tu m'en parles, moi je suis en confiance pour te parler effectivement de ma dyslexie. Alors il avait une dyslexie, il était dyspraxique visio-spatial et en plus il avait un TDAH. Donc tu vois bien, plus les entreprises en fait vont en parler, plus les entreprises vont être totalement transparents avec les collaborateurs et dire voilà, moi j'aimerais bien avancer sur ce sujet-là. Je ne sais pas comment. Est-ce qu'on peut se faire accompagner par un cabinet, par la GFIP, par X ou Y en fait prestataire, pour justement en fait avancer sur ces sujets. Et pour finir et pour répondre à ta question sur le recrutement, je pense qu'il est important d'abord d'évoquer que l'entreprise est handi-accueillante. Ça, c'est déjà un premier point. Un deuxième point, c'est-à-dire que véritablement dans l'entretien de recrutement, ça soit véritablement inclusif, c'est-à-dire est-ce qu'on demande préalablement aux collaborateurs s'ils souhaitent avoir les questions qu'on va lui poser, est-ce qu'il souhaite des aménagements spécifiques, est-ce qu'il souhaite être plutôt mis en fait dans le vif du sujet, c'est-à-dire que si on recrute, je sais pas moi, un maçon, est-ce qu'on va lui demander de prendre la truelle et de mettre 2 parpaings scellés? Si c'est pour un commercial, est-ce qu'on va lui dire voilà, on va plutôt passer sur une action de vente directement au lieu de passer sur un entretien plus conventionnel qui reste somme toutefois assez subjectif. Donc voilà, en synthèse, pour répondre un petit peu à ta question. Mais le plus important, c'est de pouvoir en parler et d'en parler librement en brisant en fait toutes les barrières psychologiques que l'on se met, ce qu'on appelle les freins, en fait, des fausses croyances vis-à-vis de ces troubles-là. Oui, c'est libérer la parole en fait pour qu'on se sente en sécurité, pour qu'on se sente accueilli et qu'on se dise on va pas me juger. C'est ça. Je peux être vulnérable et savoir qu'autour de moi on aura la même réaction, on sera vulnérable avec moi plutôt que d'être dans le jugement ou etc. C'est ça. Et d'ailleurs c'est le propre de la terminologie, c'est-à-dire que on dit pas moi je ne suis pas handicapé, je suis en situation de handicap. Ouais. Et la nuance, elle est extrêmement importante. Absolument. Et moi, c'est l'environnement qui va me mettre aujourd'hui en situation de handicap. Ouais. Et je pense que certaines entreprises l'ont bien compris, mais d'autres oublient qu'un entretien d'embauche, c'est aussi l'entretien d'embauche de l'entreprise. Moi, la dernière fois que je cherchais du travail,
il y a des entreprises dans lesquelles je n'ai même pas postulé parce que j'avais été en formation avec des personnes qui y travaillaient, qui m'avaient tout raconté et j'étais en mode oula, j'y poserai pas les pieds, tu vois. Et Ouais, ça, c'est un petit monde. En plus, bon, j'étais dans la fonction publique, donc dès qu'on va au CNFPT, tout le monde se parle, gna gna gna. Donc en fait, tu as une liste rouge. Là, j'irai pas, là, j'irai pas, là, j'irai pas. Et puis en fait, souvent, quand une entreprise ou une collectivité recrute souvent, tiens, eux, ils recrutaient il y a 1 an, ils recrutaient il y a 6 mois, maintenant ils recrutent encore, et puis il y a un truc qui va pas. Et moi, je me pose même plus la question, je postule pas, c'est tout. Non, mais là où tu as entièrement raison, c'est-à-dire qu'une entreprise où il y a un turnover en fait qui est énorme, c'est que il y a un point de vigilance à avoir. Pourquoi il y a autant de turnover? Aujourd'hui, on le sait bien, un recrutement qui est planté, alors en fonction des strates, bien évidemment, d'emploi, mais sur des postes de cadre, alors en fonction des différents cabinets, etc., on peut monter jusqu'à 45 000 euros en fait de perdu sur un recrutement qui est planté. Ça ne coûte rien en fait de proposer aux collaborateurs de dire écoutez, voilà, nous on est ouvert à toute forme de handicap. Premièrement, est-ce que vous avez des aménagements spécifiques que l'on peut mettre en place le jour de l'entretien? Cette question elle est extrêmement importante parce qu'on ne peut pas demander, un employeur ne peut pas demander bon, ok, alors je vois sur votre CV que vous avez une RQTH. C'est pourquoi en fait votre RQTH? C'est quoi votre handicap? Non, alors là, si déjà au premier coup de téléphone vous avez ça, alors je suis pas là pour conseiller parce que on m'a donné une fois un conseil que je suis maintenant en permanence, c'est n'écoutez jamais les conseils. Et je pense que c'est vrai parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais par pitié, si vraiment le gars il vous demande c'est quoi votre handicap, imprimez d'autres CV. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Carrément. Non, et je trouve que c'est intéressant parce que moi, en fait, pour la plupart de mes recrutements, j'étais soit pas consciente de mon handicap, de ma situation de handicap, soit pas du tout prête à en parler, etc. Donc en fait, j'avais des besoins, je faisais des choix en fonction de ces besoins, mais sans identifier. Donc on m'aurait dit est-ce que tu es en situation de handicap? J'aurais dit non. On m'aurait dit est-ce que tu as des besoins spécifiques? J'aurais dit pas d'open space. Alors, tu vois? ce foutu open space. Non mais voilà. Donc à un moment donné, c'est intéressant de poser la question quels sont vos besoins sans rentrer dans les côtés handicap, parce qu'en fait, soit la personne n'est pas prête, soit la personne n'est pas forcément en situation de handicap, mais a des besoins. En fait, dès qu'on est inclusif, c'est mieux pour tout le monde. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où une entreprise va être ce que l'on appelle effectivement inclusive, elle ne l'est plus parce qu'en fait, elle va prendre en considération chacune des unités que compose l'entreprise et comment l'entreprise va offrir le meilleur cadre d'évolution, d'épanouissement professionnel à chacune justement de ces unités. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, à partir du moment où un collaborateur est bien dans son entreprise, et d'ailleurs vous regardez toutes les études, quels sont les premiers éléments moteurs pour venir dans une entreprise, pour rester dans une entreprise, ce n'est plus l'argent. Ce n'est plus l'argent. C'est justement cette balance vie pro, vie perso, c'est le bien-être au travail. Ça, on le cite déjà depuis de très nombreuses années et on voit que malheureusement, voilà, certaines entreprises ont pris ce virage-là. Et c'est là où je dirais que le bas blesse, ou en tout cas que c'est vicieux, c'est-à-dire que ces entreprises qui ont compris aujourd'hui que c'est un véritable levier de performance, ces entreprises communiquent assez peu dessus parce que ça devient un avantage concurrentiel. Et c'est là où, en fait, c'est un peu le deuxième effet qui se coule pour nous, profil atypique, c'est que ces entreprises-là, il
vont assez peu en parler. Parce que soit la maturité est déjà atteinte, voire dépassée, donc pour eux, c'est normal, donc ils vont plus communiquer là-dessus. Et ceux qui sont rentrés en fait dans cette dynamique-là vont se dire « Oh là là, mais c'est un sacré levier de performance, on va peut-être pas le crier sur tous les toits parce que Pierre, Paul, Jacques, là, les concurrents, ils vont s'engouffrer là-dedans et je vais avoir chaud popotin. » Un exemple très concret, Laurent de la Clergie. Alors, ça dit peut-être pas grand-chose à ceux qui nous écoutent. Toutefois, il faut savoir que c'est un des propriétaires et dirigeants d'une des plus grosses entreprises françaises dans l'informatique. Cette entreprise-là a mis depuis plusieurs années la semaine à 4 jours. On n'en a jamais entendu parler. Pourquoi ? Parce que justement, lui il se dit, mais attends, mais moi, c'est des gains de production énormes, en fait, que j'ai. Et stratégiquement, d'un point de vue stratégique, en fait, les entreprises, à partir du moment où elles ont trouvé un sacré levier de performance, ils vont pas aller voir le petit copain d'à côté en disant, eh oh, tiens, regarde ce que j'ai fait. Je gagne. Mais alors, magnifique, hein, grandiose. Non, 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 non. Et c'est là où, en fait, le bas blesse de temps en temps sur ces entreprises dites, pour le commun des mortels, on dit accueillantes ou inclusives, alors qu'elles ont déjà une maturité, elles sont déjà passées à next step, et ce qui amène à assez peu de communication là-dessus. Il y en a, hein, attention, qui communiquent, hein, mais on est plutôt sur des grands groupes. Tout ce qui va être PME, ETI, généralement, ils communiquent très, très peu là-dessus. Ce que je trouve intéressant, c'est que peut-être un peu moins aujourd'hui, on est passé de cette mode, mais ça arrive encore. Les entreprises qui en parlent, c'est souvent du greenwashing. En mode, oui, on a une table de baby-foot, on est tous une famille, c'est trop bien et tout. Souvent, celle-là, en fait, c'est en surface, mais pour cacher le fait qu'à 10h du soir, on va t'envoyer des textos. Alors que, en fait, les aménagements qu'on veut, souvent, sont beaucoup plus simples, moins chers à mettre en place. C'est une clarté. Tu vois ce que je veux dire ? On a tendance il y a certaines entreprises qui veulent montrer que c'est glamour, montrer des trucs fun, des trucs genre, on a un toboggan pour descendre du premier étage. Mais en fait, c'est pas ça qui va améliorer ta qualité de vie. J'ai le droit à combien de jokers dans la conversation ? Vas-y, balance. Non, je prends mon premier joker. Non, alors, c'est comme tout. Effectivement, il y en a qui vont faire de l'inclusion washing, qui vont faire du greenwashing, qui vont faire tout ça. Malheureusement, elles jettent un discrédit total en fait sur leur entreprise. C'est très complexe en fait parce que, comme tu le dis, c'est pas un baby qui peut être considéré comme un aménagement. Au contraire, ça peut être bien plus préjudiciable entre guillemets pour la concentration. Ça peut être extrêmement préjudiciable quand on va avoir des difficultés dans les interactions sociales. C'est-à-dire que effectivement, tous les copains, tu vois, lapsus révélateur. Tous les collaborateurs, tous les membres d'une équipe vont aller prendre la pause, vont aller prendre un café, vont aller jouer au baby. Sauf qu'une personne qui va avoir des difficultés dans les interactions sociales, une personne qui va avoir un trouble de l'oralité, de la communication, une dysphasie, pardonnez-moi. Donc des difficultés dans l'interprétation, dans la communication, tout ce qui va être implicite, explicite, c'est des personnes qui vont se couper en fait, dire bah non, bah moi je vais pas au baby. Parce que justement, je suis pas à l'aise avec tout ça. Je suis pas à l'aise avec le bruit. Je suis pas à l'aise avec les cris. Je suis pas à l'aise aux interactions, à rentrer en communication avec les uns et les autres. Donc, ça risque en fait de plutôt défavoriser le collaborateur plus que le favoriser. Tu parles effectivement d'aménagement. Un point important aujourd'hui, ces aménagements, le coût des aménagements aujourd'hui en entreprise, il est minime. C'est-à-dire que pour être très très clair, il faut savoir, alors pour les personnes qui vont voir la vidéo, que ce soit des collaborateurs, des futurs salariés d'entreprise, des chefs d'entreprise, des RH, juste un petit rappel en fait économique. Tout à l'heure, je parlais de l'obligation d'emploi des personnes handicapées. Les entreprises qui ne respectent pas aujourd'hui ce
entre gros guillemets, parce que je ne supporte pas ce terme-là, de quota de 6% de la masse salariale, ils vont payer ce que l'on appelle une contribution AGFIP. Alors, pour les entreprises, c'est des impôts, c'est des taxes, etc., etc. Non, ce n'est pas un impôt. Non, ce n'est pas une taxe. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'un impôt, on ne va pas vous le rendre. Une taxe, on ne va pas vous la rendre. Sauf que cette contribution AGFIP, quand une entreprise va vouloir financer une adaptation de poste, un aménagement, la somme que les entreprises versent annuellement, elle est reversée aux entreprises pour le financement d'aménagements de postes. Alors, dans ces aménagements, pour être extrêmement clair, que ça soit sur la grande famille des troubles 10, le TSA ou le TDAH, les aménagements de postes aujourd'hui, le coût des aménagements de postes est plus proche des 0 que des 10 000 euros. Je préfère être très, très clair là-dessus. Une personne qui va avoir un TDAH, un casque anti-bruit aujourd'hui, vous allez chez Leroy Merlin, vous allez chez Casto, vous allez chez Leclerc Brico, et je peux en citer plein d'autres pour éviter de faire de la publicité gratuite. Des casques ultra performants avec radio, Bluetooth et tout le tintouin, c'est maximum 150 euros. D'accord ? 150 euros. Combien ça coûte aujourd'hui la défection d'un collaborateur? Combien ça coûte aujourd'hui un arrêt de travail? Combien ça coûte aujourd'hui un burn-out à l'entreprise? C'est-à-dire que tous ces aménagements de poste qui sont minimes, un casque anti-bruit, je vous dis maximum, oui, c'est 150 euros. Si l'ensemble des collaborateurs sont OK, l'enregistrement d'une réunion pour une personne qui va avoir un TDAH, qui va avoir du mal à se concentrer sur 1h30 de réunion et avoir un compte-rendu qui maintenant est généré par l'IA ou enregistrer la réunion pour justement reprendre les points importants, pour revisionner la vidéo, envoyer le compte-rendu 2 jours, 3 jours avant pour bien préparer ses questions, éviter les comptes rendus des pavés comme ça. Avant de monter mon cabinet, je travaillais dans une grande entreprise qui distribue des lettres le matin avec des petites voitures jaunes. Vous comprendrez ce que vous voulez comprendre. On avait des réunions où j'avais des pavés de réunion. C'était, quasiment 60 lignes d'un seul tenant, d'un seul bloc. Pour une personne qui est dyslexique, c'est illisible. Moi, je ne lisais plus aucun compte rendu parce qu'en fait, premièrement, je passais mon temps, à lire les comptes rendus. Je m'épuisais connectivement. Qu'est-ce que ça change d'avoir en fait un compte rendu audio, d'avoir un compte rendu avec juste des bullet points sur les 5-6 points mis en lumière, ça ne coûte rien. Moi, pendant des années, j'ai eu un stylo lecteur, donc c'est un espèce de gros stylo comme ça, que vous passez sur la ligne et vous avez une retranscription orale. Ça m'évitait de lire en fait des textes trop chargés, trop denses, où il n'y avait pas assez d'interlignes, c'était pas justifié de part et d'autre, etc., etc. Un burn-out aujourd'hui, une personne qui part en burn-out, faut juste rappeler que ça peut être reconsidéré comme un accident de travail. Combien ça coûte aujourd'hui à une entreprise un accident de travail, un burn-out? On ne se remet pas d'un burn-out ou un claquement de doigts en 15 jours. C'est pas partir en Martinique ou je sais pas où. 15 jours, on revient, youpi, tralala, on revient au boulot comme si de rien n'était. Non, justement. Et c'est pour ça que ce financement aujourd'hui d'aménagement, premièrement, c'est des investissements qui sont minimes. Et sur ce côté minime, 70% de l'investissement est pris en charge par la GFIP quand le diagnostic est reconnu et qu'il y a une RQTH. Donc, vous faites le calcul sur un aménagement à 200 euros, si je sais bien compter, c'est 60 euros qui sort de la poche de l'employeur. 60 euros comparé à un burn-out, à un accident de travail, parce qu'une personne qui va avoir comment expliquer ça? Le taux de fatigabilité.
Une personne conventionnelle, arrivée vendredi, elle va être fatiguée parce qu'elle va avoir travaillé soit physiquement, soit psychologiquement, mentalement, intellectuellement. Bon, je vais prendre un exemple très simple. Pour ceux qui nous regardent aujourd'hui et ceux qui ont des lunettes, dites-vous que lundi prochain, vous partez au travail sans lunettes. D'accord? Cet exemple, je le prends très souvent. Vous allez voir le vendredi soir l'état de fatigue dans lequel vous êtes. Et une fois, quand j'avais posé cette question sur l'entretien, sur un atelier de sensibilisation, j'ai eu une dame qui m'a dit, mais de toute manière, je suis morte, parce qu'en fait, le lundi soir, quand je reviens chez moi, je suis incapable de conduire et je vais me prendre le premier smirmort qui arrive. Bon, alors je ne souhaite pas que vous décédiez, bien évidemment, mais concrètement, c'est compliqué. Parce que vous allez forcer sur votre vision, vous allez regarder, vous allez lire les petites lignes, etc., etc. Bon, cet aménagement-là, celui-là, il est pris en charge par la Sécu. En fonction de votre mutuelle, ça vous revient de votre poche entre 100 et 200, 300, 400, en fonction de la monture, de la correction, etc., etc. Mais vous voyez bien que ça, cet aménagement-là, premièrement, c'est pas du luxe. Ça veut dire que quand quelqu'un avec un TDAH va avoir besoin de se concentrer, va avoir un casque anti-bruit, c'est pas du favoritisme que de donner le casque anti-bruit. Attention, hein, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et que cette paire de lunettes-là, aujourd'hui, elle vous permet de réduire en fait votre taux de fatigabilité. Et tous les aménagements qui vont être proposés de manière proactive par l'employeur vis-à-vis des collaborateurs, ces aménagements de poste-là, premièrement, c'est pas du favoritisme, bah tiens, je suis copain avec un tel, un tel, un tel. Non, rien à voir, premièrement. Deuxièmement, ça va permettre aux collaborateurs impactés par les troubles du neurodéveloppement de réduire le taux de fatigabilité. Et donc, à ce titre-là, vous allez réduire, premièrement, le burn-out, les accidents de travail, etc., etc. Donc, concrètement, entre un casque anti-bruit, une cellule de concentration, c'est-à-dire, c'est un espèce de paravent où vous trouvez, non, bah, je vais pas faire la pub, mais un vendeur de meubles jaune, bleu venant des pays nordiques, vous comprendrez ce que vous voulez comprendre aussi, mais je crois que cette cellule de concentration, je crois que ça vaut une trentaine d'euros. Donc, vous voyez bien, entre un casque anti-bruit, allez, je vais prendre le top du top du top du top de 100 euros, 30 euros de cellule de concentration, plus si couplé à cela des troubles 10 ou bref d'autres troubles, avoir un compte rendu avec juste 5 bullet points, avec juste 3-4 mots-clés, je pense que ça coûte pas grand-chose à l'entreprise. Ça ne coûte pas grand-chose à l'entreprise. Et ça réduit en fait des sommes pharaoniques qui peuvent être engagées derrière par l'entreprise. Ouais, je trouve très très long dans mes réponses, mais c'est aussi important de développer les choses. C'est super intéressant. Je pense que ce point, il est sous-estimé en fait, parce qu'on s'imagine qu'aménager un poste pour une situation de handicap, ça va coûter une fortune. On s'imagine qu'il va falloir acheter des bureaux assez debout à 2000 euros, par exemple. Et en fait, moi, dans mon expérience personnelle, les aménagements que j'aurais voulu, par exemple, un gros aménagement que j'ai longtemps demandé et que j'ai jamais eu, c'était qu'on m'envoie ma fiche de salaire par mail, plutôt que de me la donner en imprimé. Parce que les imprimés, pour moi, c'était compliqué de les ramener chez moi, de les sortir de ma voiture, de les sortir de mon sac et de les mettre en fait dans un endroit logique. Donc, quand je suis partie, j'avais tout perdu et donc j'ai dû y aller et leur redemander de me les réimprimer et du coup, de me les envoyer par mail. Tu vois ce que je veux dire? En fait, pour eux, c'était compliqué de faire ça, mais au final, ils ont dû le faire. Mais 4 ans après, tu vois? Et en fait, très souvent, c'est des choses super simples, gratuites. C'est, tu envoies un papier par mail plutôt que de l'imprimer et de le donner en main propre. C'est, par exemple, de pouvoir arriver le matin à écart, à -5. C'est pas grave. Un peu de flexibilité sans qu'on me juge. De pouvoir, comme tu disais tout à l'heure, dire aujourd'hui, je vais pas prendre le café avec vous parce que je suis en hyper focus. C'est pas que je fais la gueule, c'est pas que j'ai pas envie. Juste sans jugement, là, je suis dans mon truc. Un autre truc sur lequel j'ai bataillé dans un poste, c'est toquer à ma porte. Non, mais j'étais dans une entreprise, en fait, où alors, j'étais pas en open space, c'était top, j'avais mon propre bureau. Mais il y avait une imprimante dans mon bureau. Et en fait, les gens rentraient, mais sans toquer. Donc, j'étais dans mon truc et bam, t'avais quelqu'un qui déboulait. Et en fait, pour moi, c'était hyper compliqué. Un aménagement idéal aurait été de mettre l'imprimante dans le couloir
ou dans la salle d'à côté, ou juste de toquer à la porte. Enfin, tu vois, très souvent, en fait, c'est des changements, disons, dans la culture de l'entreprise qui vont avoir un impact énorme. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. En fait, tu vois, sur les deux situations que tu partages, la première qui est l'impression de la fiche de paie. Alors déjà, cette impression, il y a quelqu'un qui rentre tout, qui appuie sur le bouton, qui va chercher la fiche de paie, qui la met dans une enveloppe et qui t'amène l'enveloppe. Déjà, juste quantifier ça, ça lui prend, allez quoi, 7-8 minutes par mois. Fois 12, fois combien de temps t'es resté? 4 ans? Ouais. Bon, tu fais le calcul, tu vas voir. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais l'entreprise, elle perd combien d'heures? Elle perd des semaines sur une année. Elle perd des semaines sur une année. Alors déjà, ça, ok, c'est gratuit. Alors bon, déjà, d'un point de vue écolo, c'est moyen. Deuxièmement, c'est de la perte de temps pour rien. Et sur ton deuxième exemple, juste toquer, je te dirais qu'on va même bien au-delà, en fait, de la culture d'entreprise. C'est juste la politesse. Quand tu rentres dans un bureau, quand tu vas quelque part, la première des choses, c'est au moins de frapper à la porte. S'il n'y a pas de porte, au moins de dire bonjour. Et Bon, après, ce curseur politesse varie d'un individu à l'autre. Et dans l'ADN, en tout cas, que j'ai, effectivement, pour moi, c'est juste de la politesse. Mais le curseur n'est peut-être pas au même endroit pour tout le monde. Oui, non, bien sûr. Mais c'est super intéressant, voilà, de décomposer un peu et de se dire, voilà, souvent, c'est des choses que vous pouvez mettre en place demain, sans investissement. Voilà, il y a énormément de choses qui peuvent vraiment changer la vie de quelqu'un. Et s'il y a un financement, rappelez-vous d'une chose, c'est que si la RQTH a été évoquée, 70% de la somme engagée par l'entreprise est reversée par la GFIP. Ça veut dire que vos contributions à GFIP, ce que vous payez tous les ans à la GFIP, elle revient sous forme de subvention au sein de votre organisation quand vous avez besoin d'aménagement de poste. Ça, c'est important aussi à rappeler. Carrément. On pourrait en parler toute la journée. Oui. Voilà pourquoi on est là. Parfois, on peut être un peu plus complexe à manager pour différentes raisons au sein d'une équipe ou pas. Comment s'y prendre? Comment gérer? Comment encadrer au mieux des équipes qui contiennent des profils neuroatypiques? Je vais aller de manière plus large, peut-être par un scope plus large, qui va être comment manager des équipes pluridiverses. Peu importe, handicap, pas handicap, culturel, etc. Je pense qu'il y a 3 points importants. Le premier point qui va être le point humain, managérial, relationnel. Et on l'a vu en fait au début de notre échange, si le manager d'emblée en fait évoque ces sujets-là, on sera beaucoup plus enclin à évoquer en fait nos difficultés. Et donc, dans cet échange, on va créer en fait une bulle de confiance, une bulle de partage et d'écoute mutuelle en fait. Ça, c'est, je pense, le premier levier. Vous savez, c'est un petit peu comme en entretien de vente. Sur un entretien de vente, là, on sait qu'aujourd'hui, un commercial doit parler 30% du temps et laisser son client parler 70% du temps. Un commercial, un vendeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va questionner. Bon, toi, monsieur l'acheteur, c'est quoi tes besoins? De quoi as-tu besoin? Est-ce que tu as besoin d'une voiture avec 4 roues? Est-ce que tu as besoin d'une voiture avec 3 roues? Est-ce que tu as besoin d'avoir un monospace, une voiture de sport, un diesel, une essence, une électrique? Est-ce que tu as besoin d'avoir une grosse capacité de stockage? Est-ce que tu as besoin d'avoir, en termes de sécurité pour les sièges bébés, est-ce que tu as besoin de 300 airbags ou est-ce que tu as juste besoin de 2 airbags? Est-ce que tu as besoin de pneus hiver, neige? Est-ce que tu as besoin de pneus été? Bon, etc. Concrètement, le commercial, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser des questions. Il va chercher les besoins et les attentes de son client. Pourquoi? Pour répondre au mieux, en fait, et placer le bon produit. Et un manager, c'est exactement la même chose.
écoute, Letty, moi demain, je suis ton manager. Ok, Letty, écoute, de quoi as-tu besoin pour bien bosser? Donc, toi, tu vas me dire d'une imprimante à côté de toi, de la machine à côté de toi, d'être juste en fait sous le hall de réception où tu as des travaux pendant 6 mois, et en plus en open space. Je dis écoute, très bien, ok, toutes les conditions sont réunies pour que je t'envoie au burn-out. Et vas-y, ma grande, va te planter. Et puis d'ailleurs, juste entre parenthèses, un manager qui n'a pas conscience en fait que manager toute complémentarité cognitive, psychologique, c'est un énorme avantage pour lui, pour 2 raisons. Première raison, si par hasard tu pars en burn-out, qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise, elle va dire, attends, non mais toi, manager, en fait, je m'en fous que moi, Letty, elle est partie en burn-out. Par contre, ce que je veux, c'est que tu continues à faire le même job. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle parte, Letty? Tu peux m'expliquer quel comportement tu as eu? Donc déjà, il va avoir une pression sur le dessus. Au niveau des collaborateurs, parce qu'en plus, tu as l'effet de groupe, c'est cette fameuse pyramide de Maslow, où les collaborateurs, la plupart du temps, quand l'effet de groupe est négatif, c'est vis-à-vis du manager. Mais oui, dis donc, mais pourquoi Letty, elle est partie? Ah, mais attends, mais le manager lui avait demandé de rendre un dossier de 45 pages à la fin de la semaine, sauf que TDAH, dyslexique, dysorthographique, et puis dyspraxique visio-spatiale, et la ligne du temps, c'est impossible pour lui. C'est la faute à qui? C'est la faute au manager. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les collaborateurs vont s'en prendre au manager, la direction va s'en prendre au manager, le manager, il est entre les deux. Clac, 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 clac. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que le manager, il va dire oh, moi, j'y suis pour rien parce que c'est la faute des personnes. Qu'est-ce qui va se passer? Il va demander de toute manière de faire le même boulot sur une équipe de 5 avec l'éthique qui part, va demander les mêmes résultats à 4. Le risque, c'est quoi? C'est d'envoyer en fait toute l'équipe au burn-out, d'avoir un manager qui là saute en même temps ou est repositionné dans d'autres équipes avec un passif qui suit, parce que ça parle quand même en entreprise, et une entreprise qui aujourd'hui va travailler non plus sur 4 pattes, mais va travailler sur 3 pattes. Donc, c'est pour ça que c'est ultra important de bien rappeler aux managers que c'est à leur avantage de travailler sur le management de la neurodiversité. Donc ça, c'est le premier risque en fait pour le manager. Et le deuxième risque, à partir du moment où on a une entreprise, on a une équipe que l'on connaît bien, on connaît ses forces, on connaît les axes d'amélioration, on connaît les besoins réels de chacun de ses collaborateurs. Si on fonctionne dans cette dynamique-là, on va développer donc le bien-être au travail. On va donc développer la performance. Parce que le jour où on va dire, tiens, Letty, là, on est complètement à la bourre, est-ce que tu veux bien me filer un coup de main juste 10 minutes, alors que tu vas partir à 17h, mais tiens, est-ce que Letty, tu peux rester jusqu'à 17h15, 17h30? Si tu es bien, d'autant plus que ces profils-là sont extrêmement reconnaissants vis-à-vis des managers, vis-à-vis d'une hiérarchie, d'une organisation qui les comprend et qui leur permettent d'être eux-mêmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les donner, toi, les 15 et la demi-heure. Tu vas pas forcément redemander tes 30 minutes à la fin du mois. Qui va avoir les résultats? Qui va être valorisé? C'est le manager. Et le manager, derrière, va renvoyer les feedbacks positifs à l'équipe. Mais quelle est la première personne qui va évoluer positivement dans l'entreprise? C'est le manager. Alors peut-être qu'un membre de l'équipe va prendre le management de l'équipe, quoique ça serait une erreur managériale, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est le manager en fait qui va être encensé par sa direction, parce que c'est lui le pilote de la locomotive. Donc il a tout intérêt à ouvrir ses chakras, il a tout intérêt à travailler dans cette dynamique-là. Donc premièrement, c'est l'aspect relationnel. Ensuite, on va avoir l'aspect structurel. L'aspect structurel, il n'est pas forcément évident à mettre en place dans toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'on va privilégier premièrement des bureaux où on va être seul, où on va être accompagné d'un binôme ou d'un mentor. On sait très bien qu'il y a certaines couleurs en termes de peinture qui vont être plus plébiscitées par les profils neuroatypiques. On va avoir la possibilité d'avoir des chambres de retour au calme émotionnel. Vous savez, ces chambres, j'allais dire chambres froides, non, mais des chambres avec des bruits blancs, avec des couleurs très pastel, des environnements où
On peut juste en fait relâcher la pression et se ressourcer en fait en énergie. Ça, la partie structurelle, elle peut être compliquée à mettre en place en fonction de l'infrastructure de l'organisation, des lieux de l'organisation. Et le troisième pilier qui va être les outils. Et dans les outils, on va avoir effectivement le casque anti-bruit, on va avoir la taille de la police, le caractère de police, etc. On va avoir également tout ce qui va être compte rendu, enregistrement, les stylos lecteurs, etc., etc. Donc, on voit bien aujourd'hui que il y a 3 domaines entre guillemets sur lesquels le manager ou en tout cas l'organisation managériale peut agir. Le premier qui va être l'aspect relationnel. Comment on va travailler en fait avec les collaborateurs. Ensuite, on va avoir les outils. Et s'il y a besoin d'achat, rappelez-vous que 70% peut être pris en charge par la GFIP. Et le troisième point qui va être des aménagements structurels. Et là, c'est le dernier point est peut-être celui qui pourrait être conditionnel, le plus difficile à mettre en place au sein des organisations. C'est super intéressant ça. Souvent, au final, tout ce que tu viens de dire, ça revient à la communication, mais dans mon sens de communication, c'est un échange. C'est pas juste de l'information descendante, c'est de l'écoute. Si on écoute ses équipes, si on connaît ses collaborateurs et on s'y adapte. Et en fait, là, tu dépasses même l'inclusion du profil neuroatypique. Parce que c'est bénéfique pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, je trouve. Alors, la réflexion de oui, mais si on fait comme ça pour vous, on doit le faire pour tout le monde. Et ce sera le bordel. Ce sera trop à gérer. Ce sera impossible. On évolue tous, en fait. Par contre, effectivement, c'est juste sortir de la zone de confiance. Notre zone, cette zone de confort. C'est-à-dire que, oh là là, faire autrement, hop, 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 et on va tout de suite voir les problèmes. Mais attends, ok, on va changer les process, mais voilà ce que ça va nous amener. Voilà le positif que ça va nous amener. Voilà la plus-value que ça va nous amener. Bien évidemment, tout changement aujourd'hui va nécessiter quelques ajustements, va nécessiter quelques couacs au départ. Mais heureusement, si tout était si facile que ça, on serait dans nos zones de confort et on ne chercherait pas à évoluer. Donc non, premièrement, c'est pas du favoritisme et c'est pas parce que c'est un handicap invisible que on joue sur ça. Donc ça, il faut bien le faire prendre conscience en fait au manager. Et aussi, je vais rajouter un point, il faut bien faire attention parce que malheureusement, il y en a qui vont profiter de ça. Et il va falloir faire attention aussi au qu'est-ce qui va être du ressort du trouble et qu'est-ce qui va être du ressort du savoir-être. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est aussi important, parce que là, on parle beaucoup de l'employeur. Il faut aussi prendre conscience de la part du collaborateur. C'est que oui, effectivement, on a un fonctionnement autre. Oui, effectivement, on fonctionne de manière très complémentaire aux autres collaborateurs. Mais on ne va pas demander à l'entreprise de se plier à 100% en fait par rapport à nous. On ne va pas demander à une entreprise de 400 personnes de se modeler autour d'une seule personne. Non, on a aussi, nous, en tant que profil atypique, on doit aussi faire des efforts d'adaptabilité. Et on a cette chance, c'est que depuis notre premier souffle, on s'adapte. Donc pour nous, c'est beaucoup plus simple que pour une entreprise ou pour un manager. Et je pense que vraiment ce point d'équilibre à trouver, c'est le compromis entre cette ouverture d'esprit, le fait de dire que c'est pas du favoritisme par rapport aux autres profils. Et quand on vous dit c'est du favoritisme, je dis ok, pas de souci, tiens, tu sais quoi? Toi qui n'as pas de lunettes, tu vas prendre mes lunettes et puis tu vas bosser une semaine avec. À mon avis, déjà au bout de 2 jours, au bout de 2 heures, tu vas te sentir complètement bourré. Parce qu'en plus, moi, j'ai une correction qui est assez forte. Donc, ils vont être complètement bourrés, ils vont avoir mal au crâne. C'est pas en fait du favoritisme. Non, c'est juste un étayage, un accompagnement, quelque chose qui va m'aider à avoir le même bien-être au travail, la même performance, entre guillemets, que tous mes collègues, en fait.
de mon équipe. Et à la fois, on doit aussi, nous, s'adapter à des process, à une structure organisationnelle. Mais à partir du moment où les deux sont conscients de ça, le point d'équilibre, en fait, il est trouvé ultra rapidement. C'est qu'est-ce qui va nous permettre d'être bien tous les deux et de pouvoir travailler ensemble et d'être épanouis et donc générer de la performance. C'est un petit peu comme un couple. Avec le TDAH, en tout cas, souvent, c'est soit 0, soit 100%. Donc, moi, si on toque à ma porte, qu'on me laisse tranquille pendant la pause café, qu'on m'envoie des mails et qu'on me met une lampe à lumière tamisée sur mon bureau, je me donne à 100%. Si je me sens mal, il n'y a plus personne. Et ce changement, il peut s'opérer du jour au lendemain. Et honnêtement, pour l'avoir vécu, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à contrôler. Oui, il faut qu'on puisse s'adapter. Il faut qu'on sache que voilà, tu vas falloir faire des efforts. Mais bien souvent, en fait, on est capable de faire tout ça tant qu'il y a certaines petites choses qui sont respectées. Le TDAH, c'est pas un manque d'effort, bien au contraire. C'est de la biochimie, c'est une histoire de molécules. C'est biomoléculaire, donc c'est pas le fait de ne pas vouloir faire d'efforts. Et je partage effectivement parfaitement ton point de vue, où dans différentes expériences passées, à partir du moment où moi j'avais les bons outils, j'ai explosé tous les KPI, j'ai explosé tous les objectifs qu'on me donnait. Et avec, en plus, je mettais moins d'énergie que les autres parce que notre hyperfocalisation, tout notre processus en fait moléculaire de la motivation, de la performance, on passe, comme tu dis, de 0 à 100, c'est on-off, on-off, on-off. Donc, quand tu es en on, si sur une journée, tu es en on, eh ben, tu vas faire le boulot de un collaborateur et demi, 2 collaborateurs, quoi. Donc, c'est tout bénef pour tout le monde. Donc, les managers qui nous écoutent, surtout, commencez à parler. Vous allez voir que dans vos équipes, ça va remonter un peu comme par capillarité. Vous allez en avoir, c'est sûr. Et parlez-en. Et si vraiment, voilà, vous savez pas comment aborder le sujet, vous êtes maladroit, etc., allez voir, rapprochez-vous de Letty. Letty vous renverra vers les bons interlocuteurs. Rapprochez-vous d'organisations qui sont légitimes sur le sujet. Pas avoir honte, en fait. Faites-vous confiance en l'autre, et surtout en cette force d'unir entre votre collaborateur et vous, une alliance qui va être sincère, qui va être durable et qui va être performante, en fait. Ça, c'est super important. Mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Manager, RH, DRH, directeur de BU, directeur d'entreprise, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et quand on ne sait pas, dites « je ne sais pas ». Dites-le et apprenez. Apprenez. Et vous allez voir, en fait, ce que vous allez voir en retour, c'est vous allez récupérer 300 fois ce que vous avez semé. Donc voilà, donc pour ceux qui nous écoutent, qui sont un peu dans le dur, sachez que premièrement, vous n'êtes pas tout seul ou tout seul. Ça, c'est aussi important. C'est important de pouvoir en parler. C'est important de pouvoir vider aussi son sac de manière régulière. Et vous avez quand même bon nombre de professionnels médicaux, paramédicaux, autres structures qui sont là également pour vous accompagner et pas dans une dynamique budgétaire, mais dans une dynamique véritablement humaine, tournée en tout cas sur l'autre, sur l'envie de contribuer, à accompagner les autres et non pas sur une logique purement financière. Ça fait partie aussi de l'ADN d'Atipi Conseil, mais comme d'autres structures. Mais voilà, on est là, que ce soit Letty ou plein d'autres, en fait, mais on est là aussi pour vous accompagner, quoi. Et dans une logique humaine, surtout. Ouais, on est plein de personnes concernées et restez pas dans votre coin, quoi. Bah non, parce que c'est quand même plus sympa d'avoir plusieurs dingos autour d'une table. C'est clair. Plus on est de fous, mieux on rit, hein. Exactement.